Alors, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent en ligne, bonjour à vous, Jonathan et Bernard Werber. Merci d'être présents aujourd'hui, on est très heureux de vous accueillir à la librairie Kléber. On vous accueille aujourd'hui pour dialoguer ensemble et présenter votre dernier livre respectif, si je puis dire. Donc, La planète des chats pour vous, Bernard Werber, paru aux éditions Albin Michel. Et pour vous, Là où les esprits ne dorment jamais, pour Jonathan Werber, paru aux éditions. Alors, pour vous présenter rapidement en quelques mots pour ceux qui seraient venus ici par curiosité et qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, Jonathan Werber, vous avez une formation d'ingénieur et de scénariste. Vous êtes passionné par la magie, le spiritisme et l'histoire. Et vous nous présentez aujourd'hui votre premier roman. Pour vous, Bernard Werber, vous êtes un des romanciers les plus lus en France. Vous écrivez dans un style que vous qualifiez vous-même de philosophie fiction, si je ne m'abuse. Et puis vous êtes traduit dans le monde entier, notamment en Russie, en Corée du Sud, vous êtes beaucoup lu. Vous êtes notamment très connu pour la trilogie des fourmis. Voilà, donc on va... Oui. Si vous voulez bien, on va d'abord prendre le temps de parler un peu ensemble de votre livre à vous, Jonathan. Allez, d'accord. Et parce que c'est quand même assez inédit, c'est votre premier roman qu'on a entre les mains. Donc moi, ce que je voulais d'abord savoir, c'est d'où vous vient cette envie d'écrire et surtout l'envie d'écrire des histoires longues, parce que si je ne me trompe pas, vous écriviez déjà avant pas mal de nouvelles. Alors est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à l'écriture de ce roman-là? Et est-ce que peut-être le fait de voir votre père en écrire depuis que vous êtes tout petit a joué là-dedans? Alors, du coup, plusieurs questions en une, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Ce qui donne... Il y a quelque chose, je pense, dans tous les gens qui lisent, il y a... Quand on lit un bon livre, on aime bien, mais c'est la même chose que j'ai quand j'écoute des bonnes chansons ou quoi que ce soit, mais il y a l'idée de se dire, waouh, moi aussi j'aimerais pouvoir faire ça. Et le gros avantage, la chose que j'adore avec l'écriture, c'est que c'est un langage que tout le monde peut comprendre. La musique, c'est un langage un peu étranger qu'il faut apprendre, les notes, les noirs, comme ça, c'est quelque chose à décrypter. Et quand on entend une musique, on n'entend pas forcément le langage de la musique, on n'arrive pas à le décrypter. Alors qu'une histoire, si on arrive à écouter assez, si vraiment on fait attention, si on se pose la question, on n'a pas besoin de professeur qui nous dit ah bah ça c'est comme ça c'est comme ça. On peut commencer à voir le squelette, on peut commencer à voir la peau de la chose et on peut commencer à se l'approprier et à nous-mêmes ensuite essayer d'en faire un à notre tour. Et moi c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai fait des nouvelles et au début c'était vraiment pas bon, hein. Je vous épargne mes premiers essais. Je me suis passionné pour le cinéma parce que moi, avant d'avoir une passion pour l'écriture en soi, j'avais une passion pour les histoires. Et du coup, vu que j'étais jeune, le cinéma c'est quand même un bon moyen d'avoir accès aux différentes histoires. Et les romans c'est un moyen plus raffiné, et puis aussi pour commencer c'est mieux parce qu'on a plus de liberté. Un des problèmes, j'ai fait une école d'audiovisuel, j'ai fait une école d'ingénieur et une école d'audiovisuel, et quand je suis arrivé en école d'audiovisuel, quelque chose qui est vraiment arrivé, parce que j'aimais déjà beaucoup écrire des scénarios à cette époque-là, et quelque chose qui est arrivé, c'est des blocages qui sont dus au budget, ou qui sont dus simplement aux volontés éditoriales, parce que j'ai écrit pour des petites chaînes YouTube ou des choses comme ça. Et en fait, à la fin, c'est dur d'avoir une voix qui s'exprime. Alors que dans le roman, je veux dire, à la fin, finalement, on a à peu près les mêmes outils, et dans le roman, on peut vraiment exprimer sa propre voix, on peut exprimer sa recherche. Et puis c'est compliqué quand on n'est pas la personne à écrire de vraiment comprendre ce que l'auteur veut faire parvenir. C'est-à-dire que de temps en temps on est au plan, et moi je me rappelle je travaillais avec mon éditeur sur le plan et il me faisait confiance. Il ne comprenait pas tout, il n'était pas, parce que tout n'était pas éclairé, mais il faut avoir cette idée qu'on fait confiance dans l'auteur qui a une vision. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez plaisant. Je veux dire, c'est un truc que j'adore dans ce livre, c'est que si vous prenez le livre et que vous lisez les pages, c'est moi. Je veux dire, si vous aimez pas, c'est moi. Si vous aimez, c'est moi. Ce livre, c'est moi. Et c'est ça qui m'a motivé vraiment à me diriger, à passer en tout cas du scénario vers les livres. C'est la liberté et c'est le fait d'avoir vraiment sa voix sur le papier et une manière de toucher le public avec une histoire qui nous touche, une réflexion. J'en parlais tout à l'heure dans les signatures aussi, mais pour moi un livre c'est un questionnement et c'est une réflexion. Et moi ce livre c'est un questionnement sur le spiritisme, sur la croyance, sur l'héritage. Et j'apporte une réflexion personnelle que je voulais partager et que je partage du coup dans ce livre et dont je suis assez fier. Voilà. Très bien. Et quel effet ça vous fait maintenant de vous voir en librairie et de savoir que vous êtes lu par plus de monde que simplement vos proches ou ceux qui vous lisaient déjà auparavant? Ça m'a fait... ce que j'ai dit, je l'ai toujours dit, mais je me suis dit,
émotionnel le moment où je serai en dédicace pour la première fois et que quelqu'un aura lu mon livre et me demandera une dédicace. Et c'est arrivé aujourd'hui, là, tout à l'heure, par une personne qui est là-bas et qui du coup, m'a parlé de mon livre en face de moi et ça m'a fait un fou, ça m'a fait un petit chaud au cœur. Et c'est parce qu'il y a une différence, il y a quand même une différence entre quelqu'un qui achète le livre et quelqu'un qui le lit. C'est parce je veux dire, on achète tellement tout. Enfin, je sais qu'il y a un truc un peu. Les livres, c'est un objet. Parfois, on aime bien l'avoir, et puis on se dit mais c'est quand même un peu une sorte de charge. Il faut se donner du temps, il faut couper le portable, il faut être sûr que il n'y a pas quelque chose qui est sur le feu ou quoi que ce soit. Il faut vraiment se laisser du temps. Et le livre est sorti pour moi il n'y a même pas un mois. Donc tout le monde n'a pas trouvé ce temps encore. Et donc savoir que c'est lu, et je trouve que c'est comme je dis, ça fait pas mal d'émotions, et c'est dire que on a pu partager sa pensée à des gens qui nous ont accordé de leur temps, et pas qu'un peu, parce que mon livre c'est quand même un sacré pavé, qui fait 450 pages, mais savoir que les gens nous ont accordé leur temps, et ça me fait, c'est assez agréable, quoi. C'est quelque chose c'est une sensation que je souhaite à tout le monde, c'est avoir des gens qui nous donnent un peu de temps. Donc merci à tous ceux qui ont pris le livre et qui me donnent un peu de leur temps. Est-ce qu'au niveau de votre expérience de scénariste, est-ce qu'elle vous a aidé à l'écriture d'une façon ou d'une autre, ou est-ce que c'était deux univers totalement différents? Moi, ce que j'aime avant d'écrire des livres, c'est écrire des histoires. Et le roman, c'est une manière d'écrire une histoire comme une autre. Donc oui, le scénario, c'est évidemment aidé, parce que pour moi, c'est pas si différent que ça. Je dirais juste que le livre, c'est beaucoup plus malléable, qu'il y a beaucoup moins de règles que pour le livre. C'est beaucoup plus. Pour les gens qui veulent écrire, même s'ils ont une passion pour le scénario ou le cinéma, je recommande la nouvelle. Il n'y a pas, malheureusement pas énormément de gens qui l'ont lu ce soir, mais c'est écrit de toute façon. Il y a une énorme influence scénaristique dans le livre. Ça essaie d'être très visuel parce que j'essaie de compenser justement le fait que je ne puisse pas vous fournir les images, le budget et tout, avec ma propre caméra personnelle, mes descriptions. J'aime bien passer du temps sur l'époque, sur les petits détails. Ce que je dis souvent, c'est que pour moi, c'est les gens qui font l'époque. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément avoir besoin de passer une heure à décrire une maison de 1850, mais si j'arrive à faire comprendre l'état d'esprit d'une personne de 1850, je trouve que ça va transmettre beaucoup plus, ça va transporter beaucoup plus, en tout cas, le lecteur à l'époque. Très bien. Et maintenant qu'on a parlé de l'écriture, le thème de votre livre, c'est quand même la magie, le spiritisme, l'histoire. D'où vous vient cette passion? Et est-ce que c'est cette passion-là qui vous pousse à écrire ce roman-là? Ou est-ce que c'est plutôt l'histoire des sœurs Fox elles-mêmes qui vous intrigue et qui vous passionne tellement que vous avez envie de la partager au grand public? C'est la deuxième option. C'est les sœurs Fox. Quand je suis tombé sur cette histoire, j'étais tombé cette histoire dans le cabinet des curiosités de Axolot. Pour ceux qui connaissent, c'est un youtubeur qui s'intéresse pas mal à plein de choses. Et en tout cas, je trouve que pour développer la curiosité, il est vraiment fabuleux. Moi, il m'a aidé et c'est lui qui m'a mis sur la piste des sœurs Fox. Et quand j'ai découvert leur histoire, j'ai passé 3 ans avec ce livre parce que je ne trouvais pas la bonne façon de parler de ces femmes, de leurs problématiques adéquates. Et c'est vrai que quand je l'ai trouvé, j'ai mis donc environ 1 an à trouver la méthode et à commencer le roman une fois que j'avais cette idée de le faire sur l'enquête. Parce que en fait, je voulais parler de toute leur vie, je voulais parler des 40 années de leur vie où elles ont pratiqué le spiritisme. Et j'ai dit mais malheureusement, quand on parle d'une histoire sur 40 ans, on perd un peu la temporalité, on perd un peu le suspense, et ça m'embêtait parce que la première chose que je veux faire quand j'écris un livre, c'est quand même divertir, parce que il y a assez de livres chiants, quoi, et je voulais pas en être un de plus. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ça, et c'est vrai que le format de l'enquête, je trouvais ça intéressant, et puis c'est cette jeune magicienne qui est emmenée dans cet univers de détective privé, je trouvais ça adéquat. Pinkerton, c'est sorti en 1850, enfin, ça a commencé en 1850, les Sœurs Fox en 1848, donc je me suis dit que c'était peut-être un signe du destin que ça commence aussi près. Et je les trouvais très complémentaires l'un et l'autre, et du coup je me suis dit que c'était un bon moyen de faire à la fois découvrir l'époque de manière ludique, et en même temps de parler de la problématique de ces femmes qui étaient des prophètes modernes, comme moi en tête là j'ai pas de religion plus récente qui a eu autant d'impact, qui a un impact international. Je trouve aujourd'hui des cabinets de voyance absolument partout, et que ce soit en France, aux États-Unis, n'importe où en Europe, en Russie. Et je voulais parler justement, très peu de gens connaissent les Sœurs Fox, ça m'aide bien parce que du coup ça me permet de remonter leur histoire.
Mais voilà, je voulais parler de ces femmes-là et comment elles ont changé le monde en fait. C'est comment ces femmes ont changé le monde, c'est ça qui me passionnait. Et m'approprier cette histoire, c'était quelque chose de très jouissif. Et j'ai beaucoup aimé écrire ce livre, c'est très sympa, je le recommande. Et ce livre, justement, il est fait à la troisième personne. Est-ce que c'est un choix assez voulu, ça a une signification pour vous? Oui, c'est parce que j'aime le cinéma et que je trouve que c'est intéressant de pouvoir changer l'angle de la caméra et de ne pas être bloqué sur le personnage. Et ça permettait aussi autre chose. Dans le livre, il y a beaucoup de personnages qui ont des avis contraires sur des problématiques et que c'est jamais évident qui a raison. Et ben, je voulais que le lecteur puisse se faire son propre avis. Et pour ça, je me suis dit que la troisième personne, même si on a un personnage principal, eh bien, je me suis dit que la troisième personne, ça permettait de garder le lecteur interactif et qu'il puisse se poser des questions et qu'il puisse avoir des réponses qui soient différentes de mon protagoniste. Quand on apprend à connaître votre personnage, pour ceux qui l'ont déjà lu, qui le liront, Jenny Morton, donc cette magicienne illusionniste new-yorkaise, on a presque envie qu'elle devienne réelle, on a envie de la rencontrer. Comment est-ce que, selon vous, comment est-ce que vous faites pour que le lecteur s'y attache autant? Est-ce que c'est en le plongeant dans ses pensées, dans ses envies à Jenny? Alors non, c'est beaucoup plus simple que ça. Il suffit de... c'est quand on crée un personnage... je vais vous donner un peu les secrets pour comment faire un personnage attachant. Alors c'est très simple, on le met dans une situation problématique auquel tout le monde peut se relier et en même temps on le rend très combatif vis-à-vis de cette situation. Jenny Morton, c'est une magicienne qui est passionnée mais qui ne réussit pas. C'est-à-dire qu'en gros c'est une magicienne, c'est une prestidigitatrice. Et elle fait des tours de magie dans la rue et pour le moment son seul public c'est des petits-enfants qui se ramènent place du marché pour lui donner quelques cents. Donc quasiment rien, elle arrive à peine à en vivre. Et moi je pouvais particulièrement m'y relier parce qu'au début j'ai longtemps galéré pour écrire ce livre et pour trouver un éditeur et des choses comme ça. Et donc du coup je me suis dit, si moi j'arrive à me relier à elle, c'est évident que le lecteur pourra s'y relier aussi. Parce que je suis quelqu'un de très difficile et donc je me suis dit, si ça arrive à me convenir à moi, c'est que ça devrait passer. Et voilà, je me suis dit que c'est un peu cette idée, c'est l'idée du David et Goliath, c'est-à-dire qu'on met son personnage principal face à un obstacle qui a l'air invincible, et finalement, au travers du livre, on arrive à lui faire vaincre cet obstacle, et parfois à lui faire réaliser que cet obstacle n'était finalement pas le plus gros qu'il avait à faire, mais le plus gros qu'il avait à faire, il s'en était même pas aperçu, et il arrive à le résoudre au travers du roman. Je ne sais pas si c'est clair. Et est-ce que vous vouliez que ce livre soit justement un peu à cheval entre le réel et le fictif, puisque l'histoire est basée sur une histoire vraie, si je puis dire, puisque les Star Fox ont vraiment existé, mais voilà, le tout est romancé, donc est-ce que c'était voulu d'être un peu à cheval entre les deux comme ça? Oui, c'était évidemment voulu parce que l'histoire des Star Fox c'est quand même assez passionnant pour que j'ai pas trop à la romancer, que juste j'arrive à m'approprier un peu les personnages. J'ai lu beaucoup de biographies sur elles et vraiment je voulais être fidèle à leur esprit. Il n'y en a qu'une seule des trois sur laquelle j'ai pris quelques libertés parce que au niveau de la fiction je trouvais ça intéressant parce qu'il y a deux sœurs qui sont assez similaires et du coup je me suis dit si on a deux qui se ressemblent un peu ça va être embêtant pour le lecteur, donc j'ai essayé de les différencier sans trop trahir leur esprit mais en rajoutant un peu de fiction, en rajoutant un peu de la sauce secrète. Et oui, pour moi, c'était avant tout pour informer le lecteur de la réflexion que les Star Fox ont vécu sur leurs 40 années que j'ai écrit ça, et donc j'étais obligé de rester dans la réalité. Après, tout ce que j'ai rajouté en fiction, c'était histoire de donner un dressage. J'aime beaucoup comparer l'écriture à de la cuisine, mais je veux dire, l'histoire des Star Fox, ce serait la viande, et autour j'ai mis les légumes et la sauce, quoi. Et je pense que c'est nécessaire, parce qu'une viande mise au milieu comme ça tout seul, c'est un peu triste dans un plat. Mais mis avec un dressage, et tout, si c'est une bonne viande, ça fonctionne. Et là, en l'occurrence, je trouvais que la viande était de qualité, donc je voulais lui donner un dressage à la hauteur, et c'est pour ça que j'ai passé autant de temps dessus, et que j'ai créé Jenny, et que j'ai rajouté Pinkerton, j'ai rajouté les frères, j'ai rajouté plein de choses. Mais à l'origine, le cœur de tout ça, c'est celles qui sont sur l'affiche, c'est les Star Fox. Et c'est leur problématique, et c'est la question qu'elles ont posée au spiritisme, la question qu'elles ont posée à l'Amérique, et au monde entier pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Très bien, et je me permets de faire le lien et la transition avec vous, Bernard Werber. Je vais quand même vous demander quel effet ça fait pour un père d'avoir un fils en quelque sorte qui suit nos traces. Et est-ce que vous avez contribué d'une manière ou d'une autre à ce livre-là? Est-ce que vous avez simplement été force de conseil, de relecture? Est-ce que vous l'avez peut-être découvert une fois terminé? Donc la première question est...
Si vous mettez chaque fois 2 questions, je commence à répondre à la première et vous m'envoyez une deuxième. Donc il faut que je la mette au congélateur la première et je me dis attends, il y a la première et il y en a une autre. La première question. Simplement, quel effet ça vous fait de voir que votre fils suit vos traces en quelque sorte? Ah moi je suis content dans la mesure où j'ai l'impression que je suis heureux dans ma vie et je souhaite d'être heureux. Donc s'il prend le même rail, il a des chances d'avoir une vie aussi sympa que la mienne. Moi je crois qu'à sa place j'aurais fait pareil. Donc voilà. Après il y avait un débat sur est-ce qu'il prend mon nom ou pas mon nom. Je pense qu'aux États-Unis, il aurait mieux fait de ne pas prendre mon nom. Mais en France, le marché est trop petit. On n'existe pas. C'est-à-dire, la plupart des livres sont invisibles. Il y a trop de production. Alors, il faut quand même avoir une petite visibilité. Si je peux lui. Si mon nom peut devenir une marque de qualité qui crée une curiosité sur son travail, c'est fabuleux. C'est très bien. Et la deuxième question. La deuxième question étant si vous avez compris. C'est-à-dire, il y a pire que toi, elle est quand même mettre 5 questions d'un coup. Et c'est à peine, il faut que je prenne des notes, tu vois. Et dans la question, il y a 5 éléments. Alors, je leur dis, décomposer, et puis ça va. Ça va. Ouais. Alors la deuxième. Au sujet de l'écriture du livre, est-ce que vous avez aidé ou est-ce que vous avez... Non, il m'a donné une version. À un moment, il me tenait au courant de son avancée, mais oralement. Il me racontait l'histoire. À un moment, je lui disais, il faut... comment dire il faut les Pinkerton en plus, voilà. C'est ça, parce qu'à un moment, il n'y avait que les Fox, et j'ai dit, il faudrait une enquête, voilà. Mais à partir de là, il a tout fait seul, et il a, à mon avis, un talent de relance qui est plus avancé que le mien. Peut-être parce qu'il a vu plus de séries américaines, puis il est plus dans cette littérature-là. Non, et au moment où j'ai découvert le livre, je me disais, si c'est mauvais, je serais le premier à reconnaître que c'est mauvais, je lui dirais, et après je dirais avec un peu de chance, ton mauvais livre peut malgré tout intéresser des gens qui n'y connaissent rien. Je lui aurais dit. Mais là, vu que c'est bon, c'était plus facile. À vrai dire, j'étais plutôt étonné que ce soit bon. Je pensais que pour un premier bouquin, même moi, mes premières versions, elles n'étaient pas terribles. Mais elles n'étaient pas terribles parce que, en fait, c'est un métier d'architecte. Et c'est vous qui êtes architecte, non? C'est un métier d'architecte. Si vous dites à quelqu'un construisez une maison, bon, une fois que vous avez compris le principe qu'il faut une porte, des fenêtres et un toit, vous allez dire bon, bah, t'as peut-être compris ça, mais vas-y, construis ta baraque, on va voir ce que ça donne. Et en général, ça s'apprend par la pratique. Donc je pense qu'il a pris du temps pour le faire bien. Et il y a une porte, des fenêtres, un toit plutôt joli, et ça fonctionne. Et j'étais surpris, je me demandais qu'est-ce qui allait arriver au personnage. Et voilà. Ce qui est intéressant, tout à l'heure, vous parlez que les sœurs... Montrez leur tête aux sœurs. C'était pas des rigolotes, hein. Parce qu'à l'époque, c'était des stars façon Elvis Presley, hein, aux États-Unis, parce qu'elles faisaient des tournées... mais elles étaient un peu guindées, quoi. Donc il fallait arriver à redonner... Historiquement, c'est quand même passionnant de savoir que c'est là qu'a démarré vous savez, ces séances de Ouija et spiritisme, on fait tourner les tables. Ben, c'est elles qui ont mis ça au point. Voilà. Donc oui, non, il a fait du bon travail et je suis content de dédicacer, de rencontrer le public de Strasbourg avec lui pour en parler. La seule chose qui me contrarie un peu, c'est que là, on n'a que mon oreille gauche sur ce plan. Et j'ai toujours mes habitudes de réalisateur. Et je me dis, à l'écran, bon, ils vont voir l'arrière de mon oreille gauche, qui est intéressant. Mais donc, j'essaie de temps de lui donner envie de le mettre un peu plus au centre pour qu'on voit le reste de mon visage. Mais tant pis, ce sera une spéciale oreille gauche. Oui, ce sera l'unique conférence que j'aurais donnée où on ne voit que mon dos, mais c'est un concept, c'est une mode c'est une mode à lancer. Et en même temps, c'est original. D'habitude, on me filme toujours de face. Là, de dos, ça va être historique. Voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet de votre livre maintenant, donc avec ce nouveau roman qui vient compléter la trilogie, après Demain les chats, après Sa Majesté les chats, est-ce qu'on peut peut-être revenir ensemble sur le choix des chats? Alors je veux dire par là, parce que par exemple votre trilogie précédente tournait autour des fourmis. Oh, la précédente, il y a 30 ans. Hein. Il y a prescription. Il y a des gens qui n'étaient pas nés dans la salle au moment où sont sortis les fourmis. Déjà, mademoiselle.
En tout cas, la trilogie des fourmis est venue à la suite de votre voyage, il me semble, en Côte d'Ivoire, où vous avez étudié les fourmis. Alors, à quoi est liée la trilogie des chats? J'ai étudié mon chat qui était, qui était en face de moi, c'était plus facile, pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire. Et alors, pour l'anecdote, mon fils a pris aussi un chat qui s'appelle Plume. Et autant mes chats, ils étaient caractériels, le sien, il est sympa. Je suis très jaloux de son chat. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent être écrivains ici, je vous conseille d'avoir des chats. Tout simplement parce que c'est une source d'inspiration permanente. Et j'étais allé, alors dans les voyages, puisqu'on parle de voyage, j'étais allé à Key West, et je vous conseille d'aller à Key West, voir la maison d'Hemingway. Et il a sa machine à écrire, et juste en face, il y a un couffin fait pour le chat. Et alors, il y a encore des chats. Et les chats d'Hemingway avaient, on parle vraiment d'autres choses, mais enfin, on est sur les États-Unis, sur les chats. Une particularité, c'est qu'ils ont 6 doigts aux pattes. Et donc, le chat qui avait 6 doigts aux pattes a donné des générations de chats qui ont 6 doigts. Et donc, tous les chats, une soixantaine de chats qui ont 6 doigts, qui vivent encore dans la maison. Et on voit vraiment le rapport homme, chat, écrivain. Et on comprend que tous ces chats l'inspiraient. Donc, comme mes 3 chats m'ont inspiré, moi, j'en avais que 3. Il y a des gens qui ont des chats ici? Donc, c'est vos chats à vous. Vous avez des chats et vous me filmez avec l'oreille gauche. C'est scandaleux. C'est vos chats qui vous ont donné envie, en tout cas, de mettre des chats au cœur de vos histoires. Oui, vous n'avez pas de chat, vous? J'en ai eu un. Vous voyez que c'est inspirant, un chat. Pourquoi c'est inspirant, un chat? Parce qu'on ne sait pas à quoi il pense. Donc, dès le moment où on ne sait pas à quoi il pense, on peut faire travailler son imagination sur là, il a l'air de me surveiller, là, il a l'air de penser que je ferais mieux de faire autrement. Et puis, quand il vient piétiner votre clavier, vous comprenez qu'il en a marre que vous écriviez et qu'il veut que vous intéressiez à lui. Le tien, il te piétine le clavier aussi? Non, c'est pas... Toi, tu l'as dressé. Il faut parler dans le micro, sinon t'entends. Elle se pose là au niveau là, c'est mon ordinateur, je le mets là quand je travaille. Et elle vient se poser là, et voilà, et pionce sur moi, et je recule. Les coups de tête, c'est moi des câlins. Il y a une chose qu'il faut savoir quand on a un chat, c'est qu'on n'a plus besoin d'autres êtres humains. C'est un animal qui pousse à la solitude, tout simplement parce qu'il est complet. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vous, avec un chat et un ordinateur, à la limite, tout va bien. Qu'est-ce que vous avez besoin de vous taper en plus? Une femme ou un mari, des enfants, une belle-mère. Ceux qui ont des chats, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est un animal qui remplit tout l'espace émotionnel et tout l'espace... même il y a une interaction, parce qu'il y a du dialogue avec le chat. Même s'il miaule, au bout d'un moment, on le comprend. Et puis quand il ronronne, on le comprend aussi. Et puis quand il dit rien, on le comprend encore. Donc c'est quand même un signe que c'est un animal passionnant, énigmatique, et donc source permanente de matière romanesque. En tout cas, du coup, j'arrête avec La planète des chats, parce que j'avais encore tellement de choses à raconter que je vais me retenir. Mais La planète des chats, j'ai essayé de terminer en apothéose. Est-ce que vos chats à vous ont inspiré les personnages de Bennett ou de Pythagore? Basse-tête. De Basse-tête, pardon. Recommencez plus jamais à insulter ma chatte. Jamais. Basse-tête, c'est la déesse égyptienne des chats. Alors évidemment, oui. Basse-tête, c'était Domino, ma chatte caractérielle narcissique, mélangée avec Mélissa, ma première chatte nymphomane. Et oui, donc ça m'a inspiré ces chats. Quant à Pythagore, non. Alors Pythagore, en fait, Pythagore ressemble à sa plume, puisqu'il s'appelle Plume, sa chatte. C'est-à-dire, d'abord, c'est un siamois. Et donc les siamois, c'est un truc... Il y en a qui ont des siamois parmi ceux qui ont des chats. C'est spécial, hein. Parce que chez les chats, déjà, les chats, c'est un animal spécial, mais les siamois, c'est encore autre chose. Et les siamois, c'est-à-dire, ils snobent les autres chats. Ils ont un total mépris pour les chats. Parce qu'ils considèrent qu'en tant que siamois, ils sont autre chose. Mais il ne faut pas leur dire que ce sont des chats. Donc, toujours est-il que mon Pythagore est un siamois, et je n'ai pas eu de siamois, moi j'ai eu que des bâtards. En dehors de Jonathan, mon fils, qui n'est pas bâtard. Comment est-ce qu'on fait Qu'on a reconnu. Pour se mettre dans la peau d'un chat, pour raconter? Eh bien, on dépèce son chat, on met la peau. Je fais ça pour réveiller les gens qui sont en train de s'endormir. Et alors voilà, maintenant ça va être retenu sur Internet. Zut. Pour se mettre dans la peau d'un chat, c'est très simple, il faut le regarder dans les yeux. Dès le moment où vous fixez un chat, d'abord le chat soutient le regard. Contrairement au chien, le chien, parce que j'ai aussi des chiens, le chien il est intimidé quand vous le regardez.
Beaucoup de chiens, parce qu'il y a des cas aussi. Mais le chat, quand vous le regardez, il vous regarde, il a l'air content de enfin un échange de regards. Et là, vous essayez de sentir ce qu'il sent. Mais c'est plus facile de faire ça avec un chat qu'avec une fourmi. Parce que la fourmi, elle n'a pas de paupières. Et donc, au niveau... En plus, tout le visage est rigide, donc, au point de vue faciès, c'est pas terrible. Donc, c'est plus compliqué de se mettre à la place d'une fourmi. Un chat, en plus, ça bouge des oreilles. Ça communique de plein de manières. C'est-à-dire que il y a la queue. La queue exprime tous ses sentiments, toutes ses émotions. Si vous parlez à votre chat, vous allez voir, il va bouger avec la queue dans le style. Là, il est en train de parler de croquettes ou pas? Il va être dans un questionnement. Et puis, il déline la tête. Vous avez eu un chat, vous avez dû voir ça. Toujours est-il que c'est une expérience avec un extraterrestre, se retrouver avec un chat. Et en ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est une source d'inspiration. Et alors, pour le cas de votre histoire, donc les rats dominent New York, tout le monde les craint en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez peut-être pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre et pour leur donner envie, justement, poser un petit peu le cadre et l'ambiance à New York dans ce livre-là? Alors, comme vous le disiez, il y a des rats et c'est à New York. Voilà, c'était le cadre. Non, ma chatte, Bastet et Pythagore, ils ont traversé l'Atlantique pour fuir les rats français. Et ils se retrouvent avec un endroit où ils espéraient qu'il n'y avait plus de rats, et il y en a encore plus. En fait, il faut savoir que les rats sont très intelligents et que, en toute logique, c'est eux qui devraient prendre la succession des hommes, tout simplement parce qu'ils s'adaptent et qu'ils ont créé des systèmes de hiérarchie. Le seul petit souci, moi j'ai rien contre les rats, hein, mais le seul souci des rats, c'est que c'est un système dur. À savoir que c'est une société où l'individu rat vit dans le stress, de peur de la hiérarchie. En fait, ça ressemble à un système fasciste, c'est-à-dire les costauds mâles pètent la gueule à tout le monde, et ceux qui se tiennent pas à carreau, ils s'en prennent plein la figure. On élimine les faibles, les différents, les enfants, tous ceux, les vieux, les malades. Et c'est un système... c'est une tentation qu'a toujours l'humanité, c'est la dictature et la violence. Et que ce soit avec les fourmis ou que ce soit avec les chats, j'essaie de me dire, attends, il doit y avoir une manière de vivre ensemble autrement qu'en dictature et en violence. Sinon, on redevient des animaux. Et c'est ce débat-là qui est en filigrane dans la planète des chats. C'est peut-on arriver à vivre, non pas comme des rats, mais plutôt en mode social. Et je trouve que les problématiques qu'il y a actuellement dans l'actualité montrent que c'est pas du tout gagné. On peut très bien retomber dans un système de violence dans lequel ça peut arriver très très vite, comme c'est arrivé dans le passé. On se croyait sorti dans des zones de confort, avec une sorte de sécurité, de manger tous les jours et de ne pas avoir de guerre. Je crois qu'actuellement, il y a des pulsions de facilité vers la violence, et je vois pas très bien comment elles pourront être arrêtées. J'espère que notre gouvernement arrivera à stabiliser ça, mais il y a beaucoup de rats qui rongent le monument, voilà, la République. Et est-ce que c'est en quelque sorte le monde de demain que vous décrivez dedans? C'est-à-dire, est-ce que quand on vous lit, on doit se dire, si l'humanité un jour vient à faillir, on devra peut-être confier le pouvoir à une autre espèce, comme les chats? Écoutez, dans le premier volume Demain les chats, je racontais qu'il y avait une nouvelle peste qui faisait que tout le monde était malade. Alors, c'était sorti il y a 4 ans, 5 ans. Donc j'espère que ce que je raconte dans La planète des chats ne se passera pas. Sauf pour Hillary Clinton, qui réapparaît dans le livre et qui se dit, chouette, vu qu'il y a des problèmes, je vais pouvoir essayer de revenir sur le devant de la scène. Mais non, d'abord, tous mes livres sont optimistes. Ce que j'ai envie de faire dans tous mes livres, c'est vous dire, il y a un problème que vous n'avez peut-être pas vu, je vais vous en parler, mais il s'est toujours passé une chose, c'est qu'il y a des gens malins qui sont arrivés à trouver des solutions. Ce qui fait que nous vivons en l'an 2020 mieux que les gens qui vivaient en 1900, que les gens qui vivaient en 1500, a fortiori que les gens qui vivaient à l'Antiquité ou à la préhistoire. Donc même si on est affolé par tout ce qui nous arrive, finalement on mange tous les jours. Ma génération n'a pas connu la guerre. Et on a des ordinateurs, on a des moyens de communiquer, pour montrer mon oreille gauche ici, qui sont tout Internet. Et
Et après, il y a quand même des livres. Jamais on a vécu aussi bien un tel confort, avec la possibilité de voyager partout, avec une possibilité de vivre, pour ma génération, jusqu'à 85 ans. Avant, c'était plutôt 70. Donc on vit de mieux en mieux. Maintenant, il faut se battre pour préserver ça, parce que c'est pas gagné. Et si on n'y arrive pas, il faut compter sur des génies qui surgiront, comme ma Bastet, bon là c'est un génie chat, et qui surgiront pour proposer des idées pour sauver tout le monde. Et je pense que tout va s'arranger, et que tout va aller bien, et que Strasbourg a une jolie vie. L'élément le plus important était à la fin de votre réponse. Ils ne connaissaient pas Jonathan Strasbourg, alors on a découvert. Voilà, il y a même un des lecteurs qui nous a indiqué un bon restaurant, donc on va pouvoir découvrir la ville tout à l'heure. Formidable. Et pour rebondir sur Hillary Clinton, justement, que vous mentionnez à l'instant et que vous mentionnez dans votre livre, est-ce que vous avez le sentiment de prendre position politiquement dans ce livre-là, via l'intervention d'Hillary Clinton, mais aussi au moment où Bastet s'adresse à son peuple, elle les consulte quand même très, très fréquemment. On pourrait peut-être faire un parallèle avec, je sais pas, la démocratie participative ou quelque chose comme ça. Bastet, en fait, découvre la politique, c'est-à-dire qu'au début, dans son système, si je suis la reine, je suis la déesse, tous doivent me vénérer. C'est un concept très chat. Et après, elle s'est dit, bon, il va falloir trouver une manière de faire que tout le monde soit motivé pour lutter contre les rats. Et pour que les gens soient motivés, il faut leur accorder une part du pouvoir et qu'ils ne se sentent pas en dictature. Donc c'est une chatte qui, d'un système simpliste animal similaire à celui des rats, va faire un travail pour aller vers une forme de socialisation et d'idée de tous ensemble on est plus fort, mais il faut s'organiser un peu. Et moi, Bastet, je vais pouvoir vous aider à vous organiser parce que j'ai compris des trucs que les humains visiblement ne comprennent plus parce qu'ils sont un peu couillons. Voilà. Mais c'est cette idée qu'en tout cas on va s'en sortir grâce à des gens intelligents. Et est-ce que c'est cette forme de politique-là que pratique Bastet qu'il faudrait appliquer dans la société actuelle selon vous Attendez, oui. C'est une réponse rapide. Non, attends, j'essaie de vous dire. Je crois qu'actuellement, ça va me pousser loin là. Tant pis, vous me posez des questions, je dois répondre. Je crois qu'actuellement, la réponse est planétaire. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de bien nous comporter en France ou de trouver des petites solutions locales en France. Il y a un moment, il faudra réfléchir tous ensemble, les 8 milliards d'individus, comment se débrouiller pour laisser une planète viable à nos enfants et ne pas rentrer en guerre. Mais cette réflexion, elle ne pourra avoir lieu que lorsque les pays renonceront à leurs petits privilèges et leurs petites prérogatives nationales pour se dire « Ok, maintenant on ne peut plus réfléchir comme ça ». Le Covid, mine de rien, c'est un problème planétaire. Tchernobyl, c'est un problème planétaire. Donc maintenant, quand il y a quelqu'un qui fait une connerie très très loin, ça nous revient quand même dans la gueule. Donc il y a une autre manière de réfléchir. Déjà, je suis à fond pour l'Europe. Je considère, je connais à Strasbourg que c'est là que ça se passe, je considère que si l'Europe est faible, et les Anglais sont des couillons d'en être sortis, mais si l'Europe est faible, on va se faire bouffer par la Chine, les États-Unis ou l'Afrique, mais on n'a aucune chance tout simplement parce qu'on va être divisé par rapport à des camps qui sont en train, eux, de se durcir et qui signalent clairement qu'ils veulent nous écraser. Donc il faut bien écouter l'actualité. Moi je joue à Risque, je joue à Civilisation. J'ai bien vu quand les camps commencent à s'armer et puis à signaler qu'ils commencent à prendre des petits territoires un peu partout, ça veut dire qu'il y a une intention d'aller au combat. Et si nous on est juste dans notre petit confort occidental en disant « Oh attendez, on est en train de se demander est-ce que l'Angleterre ferait mieux ?» on va se faire bouffer, quoi. Il ne faut pas être divisé. Vous me posez une question politique, je vous réponds à une question de stratégie mondiale, qui n'est pas vraiment la politique, mais en tout cas qui est ma vision. Et pour parler du personnage de Pythagore, qui oui. a accès donc à la connaissance et au vocabulaire humain grâce à un troisième œil, USB. Une sorte de clé USB greffée sur le crâne. Est-ce que ce personnage qui est un peu atypique, on peut le dire, il doit nous interroger, enfin il est fait pour nous interroger sur l'avancée de la technologie dans notre monde actuel? Oui, mais pas seulement. Alors, d'abord, Pythagore, c'est une découverte que j'ai faite. Je savais que Pythagore était un mec super chouette et que le pauvre, il a eu qu'un seul problème, c'est le théorème de Pythagore qu'on nous apprend à l'école et qui est chiant. Et on voit pas à quoi ça sert.
Autant Archimède, la pression, on voit bien à quoi ça peut servir. Il suffit de rentrer dans son bain, on se dit, tiens, il y a un mec qui réfléchit au fait que quand je rentre dans mon bain, il y a l'eau qui monte. Autant Pythagore, le fait que le carré des deux côtés soit égal à machin... quoi, l'hypoténuse, franchement, c'est un peu de pratique dans la vie de tous les jours. Or, on a retenu, tout comme pour Vivaldi, on a retenu que les 4 saisons, on a retenu que le théorème de Pythagore. Or, Pythagore, c'est lui qui a inventé la gamme de musique, c'est lui qui a inventé l'astronomie, c'est lui qui a inventé le végétarisme, c'est lui qui a inventé l'héliocentrisme. En fait, le mec, en moins 500 avant Jésus-Christ, il a tout inventé, et il se trouvait en Égypte, au moment où l'Égypte a été envahie par les Perses, qui ont détruit la civilisation des chats. C'est-à-dire que tout le culte des chats existait au moment où Pythagore était pile en Égypte. Et donc à ce moment-là, au fur et à mesure que je découvrais Pythagore en faisant ma doc, je me suis dit, mais en fait, il y a un bouquin à faire sur Pythagore, et vu que j'ai pas le temps de le faire, je vais le mettre en personnage. Et donc, en effet, mon Pythagore siamois, chat siamois, est un grand sage qui a des solutions à beaucoup de nos problèmes, comme le Pythagore de l'an moins 500 avant Jésus-Christ avait des solutions à tout. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour que vous puissiez frimer ce soir en société, vous dire à tel point Pythagore est génial, c'est lui le professeur des professeurs de Socrate et Platon. Alors quand on vous dit Socrate et Platon, c'est les deux génies, non, c'est que les élèves de Pythagore, faut pas pousser. Mais il y a pas que ça, Hippocrate, tous les grands génies grecs sont issus des élèves des écoles pythagoriciennes. Pythagore, c'est pas son vrai nom en fait. C'est son surnom, enfin c'est le nom qui a été donné parce que ça veut dire Pythie Agora. Pythie, donc la Pythie de Delphes, Agora l'a annoncé. Sinon, il l'aurait appelé Gérard ou Marcel comme tout le monde. Hein. Mais là, du coup, c'est le type annoncé par la Pythie de Delphes. Et est-ce que dans toutes vos histoires, surtout dans ce roman-là en l'occurrence, les coups de théâtre, les cascades, les effets spéciaux sont pour vous essentiels pour maintenir, déjà pour raconter l'histoire et pour maintenir le lecteur captivé tout au long des pages? Ah, oui, alors, Jonathan et moi, on essaie de défendre une littérature qui s'appelle la littérature pas casse-couille, qui n'est pas encore à la mode, parce que la littérature casse-couille est toujours à la mode pour des raisons très anciennes. Ça démarre à l'école, on vous fait dire des auteurs ennuyeux, et après on nous dit si c'est pas ennuyeux, c'est pas la vraie littérature. C'est pas vrai? Entre nous, ce qu'on nous a fait gober à l'école en nous disant que ça c'est du sérieux, Chateaubriand, ouais. Non mais le seul que j'ai trouvé rigolo entre nous, bon les deux que j'ai trouvé rigolo, c'est Rabelais, parce que l'histoire avec les géants marrants et qui bouffent tout et tout, et La Fontaine. Mais les autres, ils se prennent un peu au sérieux, quoi. Bon, donc on essaie. Moi, je considère que le livre, la première qualité d'un bon livre, j'essaie de le dire à Jonathan, c'est de ne pas casser les pieds à son lecteur et qu'il a envie de tourner les pages, qu'il passe un bon moment. C'est un objet de plaisir, c'est pas un objet de frime de l'auteur. Et normalement, un bon auteur, on ne doit même pas y penser. C'est-à-dire quand vous lisez l'aventure, vous êtes avec Bastet et vous êtes avec Jenny et vous vous dites pas, oh là là, qu'est-ce qu'il écrit bien. Si cette pensée existe chez vous, c'est qu'est-ce que l'auteur écrit bien, c'est-à-dire que l'auteur est nul. C'est-à-dire qu'il fait des jolies phrases, comme vous savez, ils font des perles pour faire un collier. Il y a une jolie phrase, puis une jolie phrase, puis une jolie phrase, puis on ne sait même pas de quoi ça parle. Ça parle du nombril du bonhomme en général. Enfin, tant que c'est pas sur Internet, on a que mon oreille gauche, ça va. Mais sinon, c'est des phrases évidemment que je n'assumerai que en petit comité. Non, il y a la possibilité, quand on est romancier, d'avoir toutes les cascades et tous les figurants, tous les effets qu'on veut, mes batailles de rats, que ce soit mes batailles de rats contre les chats et tout, je vois pas pourquoi j'en mettrais pas 10 000 ou 20 000, alors que ça me coûte exactement autant, c'est juste un petit chiffre à changer. Quand on tournera le film, donc après ma mort, peut-être qu'ils verront que ça coûte cher, mais pour l'instant, en tout cas, moi je fais le livre qui est impossible à mettre au cinéma tellement c'est grandiose, parce que ça m'amuse. Vous savez, il y a une chose aussi, je dis à Jonathan, c'est que si tu fais un livre ennuyeux, tu vas être le premier puni parce que quand tu vas te relire, ça va être ennuyeux pour toi. Donc la première raison de faire un livre marrant, c'est de se faire rigoler soi-même en mettant une histoire où il se passe plein de trucs et on s'ennuie pas. On relit environ au moins 12 fois. Moi, je sais que c'est 12 fois. Intégralement, du début à la fin, genre sans compter les plans et tout. Donc oui, faites un truc rigolo. Il vaut mieux, c'est mieux pour tout le monde. Et est-ce que, une question commune, alors peut-être que d'autres se posent, est-ce que vous avez pour projet éventuellement d'écrire un livre ensemble ou d'autres projets à mener ensemble pour la suite? Non.
Je bosse pas avec ce type. C'était notamment une question pour Jonathan, parce que je ne sais pas si vous voulez vous dédier maintenant votre carrière à l'écriture ou à celle de scénariste d'avant. J'aime bien l'écriture, je l'ai déjà dit, mais c'est la liberté que ça procure. Et c'est vrai que là, une fois que j'ai fini ce roman, je me suis dit, je vais écrire un scénario pour me changer. Et en fait, naturellement, quand on commence à écrire un scénario, on commence à se mettre des blocages. On commence à réfléchir, on fait, alors j'ai mis une pièce c'est un budget, donc il faut commencer à compter les budgets, puis il faut compter les personnages, il faut pas mettre trop de figurants, parce qu'on a quand même envie que ça soit fait, puis il faut réfléchir à un lieu pas trop dur à avoir, et ainsi de suite. Et je me suis dit, j'avais même pas commencé l'histoire, hein. J'avais déjà une telle liste que j'étais comme ça, j'étais genre, est-ce que j'ai vraiment envie d'écrire ce truc-là avec tous les blocages? Et après, des moments, je me suis dit, bon, on va essayer du coup en livre, et simplement le fait de passer en livre, ça m'a donné envie de l'écrire. Ça m'a donné envie de. Là, j'ai commencé dessus, et en fait, finalement, pour le moment, c'est encore au statut de plan. Personnellement, je pense que ça va être un livre, mais juste le fait de l'avoir pensé en livre, et le fait de m'être enlevé les blocages de budget et de problématiques, tout de suite, ça m'a donné envie de le faire. Quant à des projets en commun, on a. Pour l'instant, on n'a pas. Déjà, oui, et deuxièmement, moi, pour le moment, je pense que ce serait compliqué parce qu'on a tous les deux une voix forte et on se fait pas mal relire l'un et l'autre. On en parlait tout à l'heure, mais on se donne des conseils et tout. Et finalement, les romans qui sortent, il y a déjà un peu de l'un et l'autre. Évidemment, il y a une voix principale, c'est le nom de l'auteur dessus, mais il y a déjà un peu de l'un et l'autre dans les deux. Oui, moi je lui donne à lire mes manuscrits pour avoir son avis. Ça va être très important parce que, en plus, ça lui plaît jamais. Alors, comme ça, si j'arrive à lui plaire, quand il lit mon bouquin, il fait « Oh, papa, ça fonctionne pas du tout, ça décolle pas, ça bouge pas. » Il est très, très difficile. Il n'a jamais dit un truc sympa sur mes livres. Mais ça me va, je lui donne continue quand même à lire. Mais il est depuis longtemps, au moins 5-6 ans. J'essaie d'être constructif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois qu'il ne pas... Pour l'instant, c'est pas encore au point. J'essaie de trouver... Si. Mais j'essaie toujours de trouver des méthodes. Quand il y a des choses que j'aime pas, j'essaie toujours de l'aider, en tout cas, à trouver des choses. Et du coup, dans les derniers, il y a mes traces. Et puis, même dans les Surfox, Pinkerton, il m'avait pas mal aidé dessus. C'est lui qui m'avait... Je cherchais une enquête, et c'est lui qui m'avait donné le nom Pinkerton, et après j'avais cherché dessus, et Pinkerton, ça marchait bien. Donc voilà, il y a un peu de... Je veux dire, les projets ne sont pas déjà complètement communs, mais il y a un peu de notre âge chacun, on regarde, on s'aide, et du coup, je trouve que c'est au bénéfice des lecteurs, donc voilà, parce qu'on apporte chacun quelque chose de différent. De toute façon, là, pour l'instant, il a beaucoup de livres à écrire tout seul, ne serait-ce que pour découvrir sa propre capacité de création. Là, c'est la première étape, mais il y a d'autres qui vont arriver. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, je n'arrête pas d'apprendre, donc je vais le laisser déjà apprendre un tout petit peu. Mais cette voie du roman avec enquête, avec un petit clin d'œil à la spiritualité, à la science, à l'histoire, c'est un domaine très agréable et très plaisant, mais il faut qu'il trouve ses sujets et qu'il s'amuse dedans. Il a fait une super documentation. C'est-à-dire qu'il a compris une chose, c'est que pour qu'un roman historique fonctionne, il faut connaître parfaitement l'époque, et une fois qu'on a tout bien pigé, il ne faut pas le mettre dans le bouquin. C'est-à-dire que les gens sentent qu'on a intégré cette information, mais on ne va pas ennuyer les gens avec toute la documentation. C'est un des grands dangers du roman historique, c'est quand l'auteur veut montrer qu'il s'est bien renseigné sur tous les détails de la vie, et il vous en met des tonnes sur les... Non, une fois qu'on l'a... Le lecteur va sentir qu'on a fait ce travail, et ça suffit largement. Après, on ne va pas l'ennuyer avec des descriptions de tous les lieux, avec les costumes, avec des informations sur le nom des personnages historiques. Le lecteur n'a pas à intégrer tous ces détails. Peut-être même à faire des recherches. Voilà. On peut mettre à la fin une bibliographie. On peut... De toute façon, dès le moment où vous mettez un nom, les gens peuvent être tentés d'aller regarder sur Wikipédia à quoi ça correspond. Vous m'avez assez entendu, on va voir s'il y a des questions dans le public. Est-ce que certains parmi vous ont des questions pour Jonathan Bernard-Lambert? Pas tous en même temps. Est-ce que vous niez le style, puisque vous dites que les écrivains... Est-ce que je nie le style? C'est tout, la question? Je crois qu'actuellement en France, on est obnubilé que par le style, et qu'on a oublié l'histoire, et vous êtes prof de français? Mais je veux dire, pour moi, il y a une catastrophe, ça s'appelle Marguerite Duras, qui a dit « L'histoire n'a aucune importance, tout ce qui importe, c'est le style. » À partir de là, c'est comme si on disait « La viande n'a aucune importance, tout ce qui importe, c'est la sauce. »
Donc, alors, si vous mangez que de la sauce, prenez de la soupe de sauce directement. C'est un peu gras, c'est un peu lourd, mais visiblement, ça a l'air de satisfaire tout le monde. Moi, je préfère sentir que l'aliment lui-même n'a pas besoin de sauce. On n'a pas besoin de cuisson. C'est pour ça que j'ai parlé à un moment dans une interview de littérature sushi. Dans le sushi, vous sentez le goût du poisson, vous sentez tout de suite qu'il est frais. Et il n'y a pas d'altération par la cuisson, il n'y a pas d'altération par une sauce. Au Japon, ils mettent à peine un peu de soja. Nous, on trempette, on fait de la fondue savoyarde. Mais ça les choque énormément quand ils voient qu'on fait de la trempette. Mais normalement, c'est-à-dire l'aliment a un goût pur qui est délicieux. Dans le roman, l'histoire, c'est le poisson, c'est la viande, et ça doit être impeccable. Ça doit être frais. Il n'y a pas besoin de mettre dessus des mots de vocabulaire qui veulent rien dire pour essayer de snober son lecteur, ni de mettre des longues phrases très lourdes. Alors maintenant, on s'est tellement gargarisé, masturbé avec notre style à la française que du coup nos bouquins ne s'exportent plus du tout, comme ça c'est réglé, parce que évidemment la traduction ça passe pas. Et on se retrouve avec un petit pays qui exporte plus de livres, et aux États-Unis on fait ricaner. Il y a peut-être une remise en question à faire. En tout cas, nous essayons, Jonathan et moi, de faire un petit contre-feu, et normalement ça ne devrait pas marcher à notre génération, mais à la suivante, parce que tout ça, c'est des gros paquebots qui ont pris des mauvaises directions et qui ne veulent pas bouger. Et il suffit de regarder les émissions littéraires, ou de lire les journaux. Ils parlent toujours que des mêmes trucs, c'est le style. Donc la mayonnaise, le gras et la béarnaise. Et c'est lourd. Et c'est lisible. Moi, quand je vois les émissions, je suis tenté de voir les livres. Puis je prends les livres, je m'en se fout de la gueule du monde. Ça raconte rien du tout. Et voilà. C'est un petit agacement du début. Maintenant, je me dis, tant mieux, parce que comme ça, faire autre chose, ça me permet d'être visible. Ouais. Tu t'exportes quand même bien au-delà de ça. Je veux dire, tu t'exportes bien, notamment Corée-Russie. Tu es très présent. Je veux dire, toi, tu arrives à bien t'exporter. Quand tu vas en Corée, tu as presque plus de succès qu'en France. Parce que sujet, verbe, complément, ça passe bien à la traduction. Alors, il y a aussi autre chose, parce que vous parlez de style, c'est que pour ce qui est de l'extérieur, puisqu'on parle ça dépend beaucoup du traducteur. Vous savez que des fois, il y a des traducteurs, il y en a d'autres qui comprennent rien, et ils traduisent quand même. Et donc, moi j'ai vu ça sur l'unique version anglaise. Le mec n'a pas compris le bouquin, il raconte n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous êtes surpris, vous dites, tous mes lecteurs ont compris, il y a le mec qui le traduit en anglais, c'est le seul qui n'a pas pigé et qui met des trucs faux. Ça fait partie. Donc je pense que le traducteur, il est pour beaucoup. Sur la Corée, puisque tu parlais de ça, je pense que le traducteur, alors lui, il a tout expliqué, partout. Vu que mon héros s'appelle Edmond Wells, il a dit référence à H.G. Wells, référence à Orson Welles, et il a mis la vie d'Orson Welles et d'H.G. Wells dedans. Donc, vous dire, il a traduit large. Mais moi, je crois qu'en tout cas, pour la littérature française et pour les nouvelles générations qui sont habituées à l'audiovisuel, on doit revenir à une littérature centrée sur l'histoire et laisser tomber cette littérature uniquement de forme et de style qui n'a pas de fond. J'aimerais rebondir, mais on peut pas. C'est un truc faux parce qu'on ne peut pas écrire une histoire sans écrire des mots. On ne peut pas écrire de livres sans écrire des mots. Donc le style nous sert forcément quand on écrit une histoire. Ce qui me paraît fou, moi, c'est qu'on écrive aujourd'hui des romans, donc des choses qui ont des vocations de raconter des histoires, en se basant, en mettant l'histoire au service du style. C'est-à-dire qu'en gros, l'histoire est juste là pour mettre en avant les talents de plume de l'auteur. Et pour moi, c'est la différence entre écrire pour le lecteur et écrire pour soi-même. C'est tout ce qu'on... Après, même qui nous l'attribue à nous, qui ne l'attribue pas à nous, on s'en fiche complètement. L'important, comme je dis, c'est l'idée d'arriver à faire passer un bon moment à quelqu'un. Et je trouve qu'en effet, moi j'ai eu beaucoup de mal avec la lecture quand j'étais jeune, je m'y suis mis quand même assez tard. Parce que quand je me rappelle, quand j'étais au collège-lycée, j'avais un qui m'a marqué, c'était les Confessions de Chateaubriand, qui m'avait vraiment ennuyé à la mort. Et je me suis toujours dit que c'est fou de dégoûter comme ça les jeunes de la lecture. C'est comme si on allait à la salle de sport et que direct on mettait la barre à 100 kilos. Et qu'on nous disait,